Comme j'aime bien penser à l'ombre des grands hommes, même quand ce sont des grandes femmes, je voudrais nous rappeler une très belle parole de Maria Montessori, qui était un génie, qui disait « L'enfant est pour l'humanité à la fois un espoir et une promesse ». Elle disait ça en 1937. C'était vraiment une pionnière. Bon. Et je voudrais remercier Monsieur le Président Bierry et ses équipes pour l'honneur qu'ils me font d'accompagner la présentation de ce beau plan d'action dans lequel j'ai retrouvé effectivement, je suis désolée de tourner la dos, c'est bizarre comme façon de... Bon. De ce beau plan d'action dans lequel j'ai retrouvé des termes qui me sont chers, c'est-à-dire la prévention, l'accompagnement de l'entourage de l'enfant, puisque un enfant sans son entourage, ça n'existe pas. Il est tellement consubstantiel de son entourage. L'enfant jusqu'au long cours, jusqu'à l'entrée dans sa vie adulte, ça s'arrête pas chez les jeunes. La prise en compte de la famille jusqu'à son domicile, et puis le souci de développer la curiosité, l'engagement qui est tellement important, l'ouverture au monde, la créativité, toutes ces choses. Et puis tout ça dans un esprit que j'ai trouvé assez transdisciplinaire et transversal, et ça c'est bon. Et j'ai aimé lire qu'il s'agissait de créer un écosystème de bienveillance, puisque entre bienveillance et malveillance, il n'y a pas d'intermédiaire. La difficulté dans nos métiers, c'est de ne pas juger, d'accueillir les phénomènes et d'essayer d'en faire quelque chose, mais pas juger. Or, c'est très difficile. Le discernement, c'est pas le jugement. Et quand on est malveillant, eh bien, on ne voit pas tout le paysage, on ne voit pas tous les phénomènes. Et donc, on peut pas travailler. Si on est bienveillant, on est ouvert, on accueille le panorama de tous les phénomènes, de la situation, qui est toujours complexe dans ces métiers-là. Et à ce moment-là, après, on peut exercer son discernement. Donc, on doit pas échapper à la bienveillance. C'est la seule façon saine de travailler. Et puis, j'ai aimé l'accent mis sur les PMI. Moi, j'ai été médecin de PMI, et je trouve que c'est très important, et que la dégradation dans beaucoup de régions du système de PMI est une maltraitance pour la société. Et puis j'ai adoré lire qu'il s'agissait de faire de la dentelle pour les situations complexes, parce que moi je dis pas tout à fait comme ça, je dis qu'en tant que praticien, ce qu'on fait c'est de la haute couture, parce qu'il n'y a pas deux enfants pareils, il n'y a pas deux familles pareilles. Alors si je rajoute un peu de dentelle à la haute couture, ça va être vraiment très joli. Alors je suis d'autant plus touchée que je ne sais pas si vous êtes comme moi, peut-être vous qui travaillez avec des enfants. Moi, quand je vois passer un groupe d'enfants, souvent je me dis, mais si ça se trouve dedans, il y a le futur Mozart, le futur Michel-Ange, et puis peut-être il y a aussi potentiellement un dictateur sanguinaire. Et donc, comment on va les accompagner pour que, si possible, le dictateur sanguinaire prenne un autre chemin et que les autres puissent donner tous leurs moyens, toute la puissance qu'ils portent en eux. Alors, moi, je pense toujours avec gratitude à ceux qui, au sortir de la guerre en 1945, qui étaient forgés par la résistance, qui étaient lucides, qui portaient l'espoir d'une humanité moins fratricide, ont inventé tout un système de sécurité sociale, de PMI, qui ont cherché à mettre en place des systèmes qui pouvaient pallier à la défaillance des groupes familiaux, des groupes sociaux qui avaient été beaucoup désintégrés par les deux guerres. Et donc pour eux, protéger les mères, les enfants, c'était le plus sûr moyen de créer un monde dans lequel les valeurs d'humanité seraient revendiquées par tous et soutenues par les institutions pour qu'elles puissent être incarnées par chaque citoyen. Et j'ai retrouvé un peu de ça dans ce plan, et ça m'a plu. Alors ils sortaient de ténèbres vraiment cruelles, et ils n'avaient pas plus beaucoup d'illusions sur l'espèce humaine, mais il leur semblait que l'éducation et le soutien aux familles, c'était le meilleur investissement au long cours, c'est toujours rentable. Mais il faut du temps. Et à notre époque, comme on veut une rentabilité immédiate, on perd cette certitude de cet investissement dans l'enfance. Et ils pensaient aussi que c'était là le meilleur rempart contre la barbarie. Et je pense qu'ils avaient raison, même si ce qui se passe en ce moment est un peu inquiétant. Alors ils ont inventé des dispositifs pour prendre soin de l'humanisation de chacun. Et en effet, nous les humains, nous sommes des mammifères très particuliers. Parce qu'on est des mammifères, il faut jamais l'oublier, mais nous avons inventé le cortex. Et avec le cortex, on a eu le langage, on a eu l'imaginaire, le symbolique et le besoin de sacré. Et
ce que j'ose appeler notre mammiférité, c'est une partie de nous qu'on doit toujours prendre en compte, hein, mais parce que notre destin, c'est de naviguer sans cesse sur cette ligne des crêtes entre notre pulsionnel animal qui est toujours prêt à nous piéger et notre humanité. Or, l'être humain, c'est un être social. Il est fait pour et par les échanges et il est programmé pour le vivre ensemble. Et j'ai l'impression qu'on a un peu perdu ça de vue. Et on n'est pas seul responsable, c'est tout un tas de processus. Alors, actuellement, on traverse une triple crise. Une crise économique, une crise sociétale et une crise écologique qui est très inquiétante. Et on est bien obligé de constater que la solidarité, ce n'est pas le caractère principal que l'éducation actuelle met en valeur. Alors qu'elle est dans nos gènes. L'empathie, la solidarité, ça fait partie du gène des animaux vivant en groupe. Même chez les petits singes, il y a de l'empathie. Bon. Alors, parce que on oublie tout le temps, parce que nous sommes une espèce un peu prétentieuse, nous les humains, et on oublie tout le temps que ça suffit pas d'être né d'un homme et d'une femme pour se développer comme un humain. Il faut un humain social, capable de choisir, de faire le choix à chaque carrefour, de se tirer plutôt vers ses valeurs d'humanité que vers sa mammiférité. Hein. Le petit mammifère humain, il a besoin d'être humanisé. Sinon, il se développe comme n'importe quel mammifère qui ne pense qu'à lui, et qui est pris surtout dans un programme génétique plus puissant que lui. Alors, à travers ce plan, moi j'entends en filigrane la tentative de réponse à un cri d'alarme que poussent tous ensemble, même si quelquefois c'est discordant, tous ceux qui travaillent sur le terrain social, médical, pédagogique. Je trouve qu'on est tous en souffrance en ce moment et que c'est comme une réponse à ça que j'ai entendu. On est dans un moment de l'histoire humaine plutôt, où la question du devenir des enfants est beaucoup plus préoccupante qu'avant, puisque le monde se transforme à vue d'œil et à toute vitesse, et qu'on doit les préparer à prendre place dans un monde qu'on ne connaît pas, et que sans doute ils feront des métiers dont nous n'avons aucune idée maintenant, qui n'existent pas. Donc ça, c'est très compliqué, parce que à quoi faut-il préparer, si ce n'est à la souplesse, au discernement, à la créativité, au lieu de les formater pour quelque chose qui leur sera peut-être jamais utile. Et puis, on a à faire face à un monde dans lequel le marketing sollicite l'enfant consommateur de plus en plus tôt. Quand je vois des enfants à 2 ans avec des écrans, je suis horrifiée, quoi. C'est un sujet vraiment compliqué. Ça complique la vie des éducateurs et des parents, cette histoire de l'intrusion des écrans, et pas seulement en tant qu'objet, mais de leur contenu dans la vie des enfants. Alors les enfants changent, les manières d'éduquer doivent évoluer, ça a toujours été comme ça, mais là, avec l'accélération du monde, les changements qui vont très vite, on a l'impression que c'est de plus en plus difficile, de leur permettre d'arriver à devenir des citoyens qui ont envie de participer à l'élaboration d'un espace commun qu'on aurait construit ensemble. C'est de plus en plus difficile, mais c'est quand même toujours enthousiasmant. Et je pense que c'est pour ça qu'on est là tous aujourd'hui. Alors, sur le chemin des enfants se dressent des tentations incessantes et des outils de dispersion qu'il n'y avait pas avant. Alors, j'ai même pas la peine de les nommer. Et puis s'ajoute à ça le cannabis, l'alcool, le Coca-Cola alcoolisé et toutes ces choses-là, qui sont comme ça des serpents tentateurs tout le temps, alors que nous savons maintenant la dangerosité de ces choses-là, la dangerosité de certains jeux, pas seulement parce qu'ils sont des jeux qui mettent en avant tout le temps l'agressivité et la destruction de l'autre. Moi, quand même, je me demande si on peut aller à l'école avec l'esprit ouvert quand on a commencé en zigouillant 30 personnes, même si c'est virtuel, il y a quand même une flaque de sang. C'est quand même troublant. D'une part, il y a tout ça, il y a le fait que les écrans, la lumière, enfin tout ça, et on sait aussi maintenant, c'est prouvé, que le fonctionnement multitâche est mauvais pour le cerveau. C'est-à-dire qu'en même temps, on regarde nos trucs, on écoute ce qui se dit, ce qui se passe tout le temps dans la vie familiale maintenant, eh bien on sait que ça abîme les capacités de concentration. Ça, c'est important, parce que les capacités de concentration pour l'apprentissage, c'est très important. Donc,
il faudrait toujours aussi se rappeler que pour penser, pour grandir, il faut du temps. Et une des choses difficiles dans nos sociétés, c'est la maltraitance temporelle. Nous sommes tout le temps maltraités par les montres. Il faut se dépêcher, il faut tout faire vite, etc. Et pour les enfants, c'est extrêmement maltraitant. Alors on dirait que notre société a remplacé les valeurs d'humanité par des valeurs de commerce. Justement, cette rentabilité, ce temps qu'on ne peut pas se donner parce que le temps, ça coûte. Et donc, ça place sous leurs pas des pièges, voire des gouffres, que les adultes qui sont fragilisés aussi, savent pas toujours les aider à déjouer ou à affronter. Et puis, dans nos sociétés, il y a aussi un brassage culturel énorme, qui est une richesse potentielle formidable, si on se donne les moyens d'accueillir les familles et les enfants dans cette diversité chatoyante qu'apporte l'autre. Mais c'est difficile. Donc l'intégration de tous, ça nous concerne tous, parce que l'avenir de nos sociétés sera fait par les enfants que nous avons en charge maintenant. Et quand j'étais membre du Haut Conseil de la population et de la famille, je cherchais comment les provoquer. Alors je leur disais, mais on fonctionne comme des gens qui seraient assis sur un tas de diamants, qu'ils traiteraient comme un tas de charbon. Donc ça les intéressait un peu. Et alors le mieux que j'avais trouvé, c'est, mais c'est sous leur férule que vous vivrez votre vieillesse. Ils dirigeront vos EHPAD comme vous les avez accueillis en PMI. Alors là, ça leur faisait un petit peu peur. Ou dans les ouais, c'est pas mal. Bon. Alors, est-ce qu'on est à la hauteur d'un tel défi ? On ne peut être à la hauteur d'un tel défi qu'ensemble. C'est pas pour rien que vous êtes tous là et que ce plan a été un travail collectif. Et puis, alors, quand on arrive à penser à ça, il y a une phrase de Gramsci, d'Antonio Gramsci, qui est très aidante, qui dit « Le pessimisme de l'intelligence n'interdit pas l'optimisme de la volonté ». Donc, voilà, il faut du courage, mais il faut s'y atteler parce que il y a d'une certaine façon urgence. On voit tous là ce qui se passe actuellement avec les jeunes. Et voilà. Donc beaucoup de travailleurs sociaux, de médecins, de pédagogues ont l'impression d'être démunis. Mais c'est qu'une impression. Il faut seulement se donner des outils différents, dont je vais reparler, l'affectif entre autres, et accepter l'idée que faire face à ces mutations, ça demande un effort nouveau, d'une autre nature que celui qu'on était habitué à faire, et que les facilités de vie qu'apporte le progrès technique, ça demande un labeur différent. Tout ce qui nous est donné, dans le fond, de facilitation, ça demande un travail pour être intégré dans nos vies d'une façon qui ne soit pas destructrice et qui ne soit pas éteignante pour la créativité. Et ça, c'est un sacré boulot. Donc, sous l'aspect d'une vie allégée et facilitée, et d'un certain point de vue, elle l'est énormément, se profile une responsabilité accrue pour soi, pour l'autre, pour le groupe et bien sûr pour les enfants. Et plus les objets, parce que ce qui a changé aussi dans le monde, c'est la prégnance du nombre d'objets dans lesquels nous sommes entourés et dont nous croyons avoir besoin, plus les objets sont prégnants dans notre conscience, plus devraient croître les progrès qui permettent que ces objets n'étouffent pas ceux qui séduisent. Parce que les outils de communication ont un effet paradoxal, c'est qu'ils séparent et ils isolent. On communique de l'information, mais on ne rencontre pas les gens. Vous connaissez tous ça. Au lieu de traverser le couloir pour aller parler aux copains, on lui envoie un mail. C'est triste quand même. Moi, je le fais aussi. Quand je parle de tout ça, je suis bien dedans aussi. Mais, alors, le plus beau plan du monde ne donnera pas ses fruits s'il n'est pas porté par des adultes engagés qui croient dans les jeunes qu'ils ont en charge et qui, j'ose ce gros mot, aiment dans chacun d'eux le morceau d'humanité qu'ils représentent. Alors ça, c'est un gros mot de parler d'amour, mais tous les grands médecins disaient que soigner, on ne pouvait pas soigner sans aimer, et je crois qu'on ne peut pas prendre en charge les enfants si on n'aime pas en eux l'humanité qui se manifeste. Sinon, on peut pas travailler. Et évidemment, je sais qu'il y a de la méfiance par rapport à ça. On me dit, faut pas trop aimer, ça dégouline d'affectif. Alors l'affectif, je vais en reparler plus tard, ce n'est pas un machin rose bonbon qui fait qu'on englue l'autre dans la niaiserie, c'est tout à fait autre chose. Mais c'est important. Et il faut oser ça, et nous sommes dans une période compliquée. Alors les États-Unis qui sont une caricature, on peut plus se baisser pour parler à un enfant dans la rue parce qu'on dit on est pédophile. Bon, c'est compliqué. Donc,
ce travail, ce qu'un plan comme ça propose, ça implique un travail en commun, élaboré à la fois par les parents, et puis soutenu par des professionnels compétents, et que tout ce monde-là soit respectueux les uns des autres. Parce que, aussi dysfonctionnants que soient des parents, enfin, sauf s'ils le sont vraiment d'une façon trop délétère, on ne peut pas lui en fournir d'autres à l'enfant, c'est les siens. Donc, il faut essayer de l'aider à faire avec, hein, et de ne pas se laisser détruire, mais pas se dire que s'il avait d'autres parents, il serait mieux, parce qu'il ne serait pas lui s'il avait d'autres parents. Donc, il faut résoudre cette équation, de le protéger de ce qu'il y a de mauvais potentiellement pour lui dans cette famille, tout en respectant ses parents à travers lui. Voilà. Si quelqu'un a une pastille, je suis preneuse. Alors l'autre problème, c'est que les connaissances par rapport à tout ça ont fait un bond en avant considérable. Merci. Les neurosciences, tout ça, ça a beaucoup changé. Alors, maintenant, il s'agit de les relier pour faire une conduite cohérente, globale. Mais ça a un inconvénient, c'est que pendant des siècles, on a été maltraitant par méconnaissance. Maintenant, on ne peut plus dire qu'on est méconnaissant. On sait. On sait tout, beaucoup mieux ce que c'est qu'un enfant en développement, un cerveau, etc. Et on ne peut plus se permettre la même chose, hein. Et on comprend de plus en plus, et c'est vrai en médecine, qu'on est obligé d'être transdisciplinaire. Pas seulement pluridisciplinaire, mais transdisciplinaire. Donc, quand on est face aux enfants, il s'agit de se mettre au service de l'avenir, mais sans l'insulter avec des prédictions négatives, hein. Un enfant qui a été étiqueté, mal étiqueté, enfin, de manière péjorative, c'est un enfant qui est perdu pour la société. Parce qu'il va fonctionner en fonction de cette étiquette. Et nous, les grandes personnes, on va fonctionner aussi comme ça. C'est pour ça que c'est tellement important de ne pas juger, de ne pas étiqueter, d'accueillir les phénomènes, et ensuite de discerner ce qu'il faut faire. Alors, l'autre chose qui est difficile pour nous tous, comme je suis filmée, ça doit être très chic avec la pastille. Hein. Tant pis, hein. On est des humains. Alors ça veut dire qu'il faut accepter avec humilité et patience que personne ne peut manipuler la temporalité d'un autre humain. La temporalité de maturation, elle est très unique, très singulière, et on ne peut pas l'accélérer. Quelquefois, en tant que praticien, en pédagogue, on a dit et fait tout ce qu'il y avait à dire ou à faire, et rien ne bouge. Eh bien, il faut juste attendre, parce que ce n'est pas le temps de l'autre. Il faut le temps qu'en lui, ça se mobilise pour que tout ce qui a été dit et fait, il puisse s'en emparer et se mettre en mouvement. Et vous voyez, on retrouve la question du temps, qui est tellement compliquée. Éduquer, soigner, prévenir, c'est des pratiques qui s'inscrivent dans la durée, et dans la longue durée. Quand on soigne des adultes, on entend souvent des gens nous dire « Quand j'avais 8 ans, 7 ans, un éducateur, une manounou, n'importe quoi, a dit ou fait une chose qui a changé ma vie. » Et des années après, ils le racontent, ils en témoignent. Et il y a des effets au long cours comme ça qui nous échappent. Nous, quand on intervient comme ça auprès d'un humain, il faut savoir qu'on fait du mieux qu'on peut, mais que sans doute l'essentiel de l'efficacité de ce qu'on aura fait, on ne le saura jamais, parce que ça nous échappe, ça part, et c'est bien comme ça. Il faut l'accepter, et pas avoir nous aussi l'attente du retour sur investissement. Alors, la patience, c'est très important dans nos métiers, et elle doit être collective, et il faut résister aussi à certaines instances qui attendent du résultat. Hein ? Mais le résultat, il viendra quand il pourra venir. Et de la confiance en ce que l'autre porte en lui. Hein. Chaque enfant porte en lui un adulte potentiel, et notre boulot, c'est de faire que rien ne l'empêche d'advenir, cet adulte-là. Hein. Alors, tout ce que je viens de vous dire là, dans le fond, vous le savez. Alors, qu'est-ce que moi, personnellement, j'ai de spécifique à vous apporter ? C'est une vision d'aptothérapeute. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que l'aptonomie, c'était le contact prénatal. Non. Le contact prénatal, c'est qu'une des applications de l'aptonomie. L'aptonomie se définit comme la science de l'affectivité, et comme ça fait 40 ans que je la pratique,
avec des enfants, des adultes, des adolescents, en tant qu'apto-psychothérapeute, et dans l'accompagnement des grossesses, j'ai été un peu déformée par cette pratique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Franz Wellmann, qui est l'inventeur de l'aptonomie, a compris que quand on considère l'appareil psychique dans son ensemble, on pouvait dégager, pour les rassembler, tout ce qui a trait aux émotions, aux sentiments, et c'est pas du tout la même chose, et actuellement, il y a une grande confusion. Dans les livres qu'on propose aux enfants, on confond les émotions et les sentiments, et c'est un problème. Donc les émotions, les sentiments, tous les affects, mais aussi les perceptions et les sensations. Et que cet ensemble, où il a rassemblé tout ça, il l'a nommé l'affectif, avec un grand A, et l'œuvre de sa vie, ça a été de comprendre les lois de fonctionnement de l'affectif, qui met en relation le corps et l'esprit. L'affectif, il a ses voies de conduction. Une approche affective, bonne ou mauvaise, on va prendre l'option d'une bonne, elle va s'adresser à la base du cerveau, à tout ce qui est en dessous du cortex, et elle va déclencher quelque chose qui va être conduit dans toutes les cellules du corps par les voies sous-corticales, qui n'ont pas la même vitesse de transmission que les voies corticales. C'est comme si vous aviez deux arborescences différentes, l'arborescence corticale et l'arborescence sous-corticale. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fonction de l'influx qui vient de l'une ou l'autre, le tonus dans chaque cellule va changer. Le tonus musculaire, entre autres, mais dans les tendons partout. Ça veut dire que quand l'approche affective est de qualité, il y a immédiatement un changement de tonus partout, puisque chacun de vos plus petits vaisseaux sanguins est entouré de fibres musculaires. Et quand elles sont tendues et serrées, ça ne donne pas le même tonus que quand elles sont détendues. Et ce tonus a un effet sur la présence. Donc il y a une qualité de présence qui se travaille, qui s'apprend, et qui a un effet sur l'autre. Le drame des humains, c'est que tout se joue dans la réciprocité. Toute présence et communication. Si vous arrivez face à quelqu'un dont vous devez vous occuper en étant bien fermé, bien raide, bien cortical, lui, il va avoir peur. Donc, il va se fermer. Donc, il va réagir d'une certaine façon. Et à ce moment-là, vous direz, vous voyez quand même cette personne, comment elle est. Mais vous négligerez le fait que c'est vous qui l'avez mis dans cet état-là. Donc, pour les travailleurs qui travaillent avec des humains, il faudrait quand même être un peu au courant de ces choses-là. Comment nous pouvons distiller de la sécurité ou de l'insécurité qui vont changer tout l'examen clinique. Il y a des examens, des réflexes, par exemple, en médecine, on nous dit, si tu ne trouves pas ces réflexes, il faut chercher une sclérose en plaques. En fait, ce sont des réflexes de stress. Si le patient est sécurisé, il n'y a pas ces réflexes. Toute la médecine a été étudiée soit sur des patients morts, soit sur des patients stressés par l'approche médicale. C'est quand même intéressant. Donc, quand on a une approche affective, on a un outil très efficace et on a effectivement un autre abord, puisque l'affectif, il est un filtre qui va tout le temps filtrer les perceptions que nous recevons. À chaque instant, nous recevons des milliers de perceptions de l'extérieur. Là, je vois des voitures, le soleil, et de l'intérieur. Et puis nos vêtements. Bon, si on ne fait pas le tri, on devient fou, parce qu'on est envahi par les perceptions. Donc, il faut faire un tri. Et ce tri, il est affectif. Qu'est-ce qu'on va laisser monter à notre conscience ? Eh bien, ça va beaucoup dépendre de notre histoire. Pas seulement de notre histoire, c'est-à-dire comment on a tricoté la vie avec les grandes personnes qui s'occupaient de nous, mais du lieu dans lequel on était. Un enfant qui est élevé sur une banquise, il n'aura pas peur ou sécurité des mêmes choses qu'un enfant qui a été élevé dans la savane. C'est-à-dire que le milieu extérieur compte beaucoup plus que nous croyons. C'est pour ça que c'est important que les lieux d'accueil des enfants soient beaux, qu'ils soient lumineux, qu'ils soient esthétiques, qu'il y ait des couleurs, etc. Ça compte parce que ça rentre dans l'enfant. L'enfant, il est beaucoup plus poreux qu'on croit. L'adulte aussi, mais il se défend plus. Donc, l'affectif, c'est ce filtre, et c'est aussi l'affectif qui relie tout le temps le corps et l'esprit. Donc, avec l'aptonomie, on a un outil de travail pour les médecins, pour les soignants, quels qu'ils soient, pour les pédagogues aussi, pour les enseignants, tous les métiers de soins et d'éducation, qui va nous permettre de travailler en abordant la personne humaine comme un tout, comme une entité
affectivo-somato-psychique. Et ça, c'est formidable parce que en Occident, on est vraiment très coincé par une vision dualiste, le corps d'un côté, l'esprit de l'autre, qui est fausse. Et donc, cette vision de l'affectif comme étant essentielle, ça modifie aussi toute la conception du développement de l'enfant et de l'intelligence. Parce que, alors oui, je m'étais noté aussi ça. On croit beaucoup, on dit beaucoup, là nous sommes dans des sociétés très rationnelles, les gens qui prennent des décisions, c'est des penseurs, etc. Non, ils utilisent une rationalité, mais en fait, les grandes décisions, qu'elles soient individuelles ou dans des grands lieux comme ça, sont très souvent affectives. Si vous lisez bien les biographies des grands hommes politiques, vous verrez que c'est l'affectif qui les a beaucoup plus menés que la raison. Donc, l'aptonomie, elle vient compléter la médecine occidentale et elle ouvre un champ qui n'a pas été défriché par la psychanalyse parce que, par exemple, elle permet de travailler sur des traumatismes très très précoces, d'avant le langage, ce que la psychanalyse et même les psychothérapies d'inspiration psychanalytique ne peuvent pas faire. C'est pour ça que moi j'ai parmi mes patients beaucoup d'anciens prématurés, c'est-à-dire des grands prématurés, des gens adultes, mais qui ont gardé encore des traces très très enfouies dans la chair, qui les gênent pour vivre de leur prématurité et de cette peur d'être dans une couveuse. Donc cette vision de l'intelligence, quand on comprend que l'affectif est essentiel, elle nous oblige tout le temps à avoir à l'esprit que la sécurité, le sentiment de sécurité affective, est essentiel pour l'ouverture de l'intelligence. Quand on est dans la peur, on est dans la survie. Quand on est dans la sécurité, on est dans la vie. C'est pas la même chose. La survie fait un tri permanent entre ça me convient pas, etc. C'est bon pour moi. Et beaucoup d'enfants, parce qu'ils sont en insécurité affective, ratatinent leurs antennes. Vous savez que les bébés, ils ont des antennes de 3 km de long, ils perçoivent énormément de choses. Eh bien, quand ça fait trop mal, le plus simple, c'est de tout ratatiner. Et ça veut dire de devenir hypo-percevant, mais aussi hypo-pensant. Une intelligence, ça s'allume ou ça s'éteint. Et ça dépend beaucoup, c'est triste, et ça dépend beaucoup de l'entourage de l'enfant. Alors, le fait de travailler, comme vous l'avez dit, avec beaucoup de bébés, de femmes enceintes, etc., et aussi avec des adultes et des gens même parfois très âgés, ça a développé chez moi un sentiment très aigu de la notion de trajectoire. C'est-à-dire que quand nous intervenons dans la vie d'un enfant, on nous demande d'intervenir à un temps T de sa trajectoire, pour si possible l'infléchir. Mais si on sait d'où elle vient, comment ça a commencé, on a un peu mieux une idée de là où ça peut aller, ou là où ça ne peut pas aller. Et en particulier sur le fait que dans une trajectoire humaine, tout se fait écho tout le temps. Et le grand premier passage de seuil qu'est la naissance, avec tout ce que ça implique, va donner un style et une couleur à notre façon d'aborder tous les grands passages de seuil. Or, dans la vie des enfants, il y a tout le temps des passages de seuil, et la vie d'un enfant, c'est fait d'équilibres précaires, sur lesquels ils n'ont pas de pouvoir. Donc, il y a un équilibre précaire, ça va à peu près, les grandes personnes me comprennent, et puis tout d'un coup, pour une raison qu'on ne lui a pas expliquée, l'année d'après, c'est complètement d'autres gens qui s'occupent de lui, ou bien ses parents ont complètement changé. Et lui, il est là, il a un syndrome du paradis perdu, et tant que personne ne lui aura pas dit, ben oui, voilà, c'était comme ça, c'est plus comme ça, et qu'on aura pu en parler, eh bien, il va être dans le ressassement de son paradis perdu. Et c'est la même chose, le travail avec les passages de seuil. Nous accompagnons des enfants souvent qui sont en difficulté parce que la vie les oblige à passer un seuil qu'ils n'avaient pas envie, qu'ils n'étaient pas prêts ou qu'ils n'étaient pas mûrs à passer. Eh bien, notre travail, c'est de leur permettre de ne pas rester figés sur ce seuil et d'accepter leur vie comme elle est. Il y a une très belle phrase d'Edmond Jabès, je vais vous en faire cadeau parce qu'elle est très belle. C'est un écrivain égyptien qui disait « S'il est vrai qu'en chaque mot, un mot tremble de naître, écoute, regarde le mot seul se débattre dans le mot seuil. » Et comme les petits humains, ils ont très peur de la solitude, puisque pendant les premières années de leur vie, ils sont
tellement dépendants des grandes personnes, et ils savent que c'est des questions de vie ou de mort, ils le savent très bien, qu'ils se construisent en pensant que la solitude, c'est du danger. Eh bien, chaque fois qu'on passe un seuil, on n'est plus seul, c'est vrai. Il y a moins de gens pour partager, mais ça vaut quand même le coup de passer des seuils. Mais il y a des enfants qui refusent de passer des seuils parce qu'ils ont peur d'être seuls. Par exemple, tout concrètement, un enfant qui est dans une classe où il a un bon groupe de copains, si on le change d'endroit, ça va être mieux peut-être intellectuellement pour lui, mais il aura sur le plan affectif et amical une grosse perte. Donc c'est un passage de seuil qui n'est pas évident. Donc c'est pour ça que, et ça va revenir, qu'est-ce qu'il y a comme seuil? L'entrée en maternelle, l'entrée en crèche, le sevrage, le mariage, l'entrée dans la vie adulte. C'est pour ça qu'on voit des enfants qui avaient l'air d'aller bien et qui tout d'un coup font une décompensation psychiatrique au moment de rentrer dans la vie adulte. Ça, ce sont souvent des traumatismes précoces auxquels on n'avait pas fait attention parce que les gens savent pas que 2 heures de la vie d'un nourrisson, c'est comme une demi-journée pour nous. Une demi-journée de trouille, ça laisse des traces, hein. C'est pas rien. Mais on pense que c'est rien, 2 heures. Donc, il y a des traumatismes très précoces qui s'ouvrent comme ça, comme une brèche, sous les pas du jeune adulte qui rentre dans le monde adulte. Et puis, il y a les divorces, il y a devenir parent, il y a la ménopause, il y a le chômage, il y a la retraite, la mort. Tout ça, c'est des passages de seuil. Donc, quand on réfléchit, en donnant toute cette place à l'affectif, on s'aperçoit que le petit humain, il évolue dans un milieu que lui influence, parce que les enfants nous influencent par leur fonctionnement, et que ce milieu extérieur l'influence lui aussi dès son plus jeune âge. Alors, une des découvertes des 60 dernières années, c'est quand même l'épigénétique, et c'est le seul reproche que je ferai à votre plan, c'est que ça commence trop tard. L'épigénétique, vous savez que maintenant, quand on était petit, on nous disait, les gènes, c'est le destin. Hein, voilà, c'est comme ça. Maintenant, on sait que c'est pas vrai. C'est-à-dire que notre génome est tout le temps dans un dialogue avec le milieu extérieur. Au moment de la conception, il y a une distribution de gènes. C'est comme une distribution des cartes au début de la partie. Et ce génome va être tout le temps, par exemple, quand le spermatozoïde rentre dans l'ovule, déjà l'épigénétique est au travail. Et ensuite, pendant toute la grossesse, en fonction de ce que vivent la mère, le père, l'enfant et l'entourage, le génome va exprimer certains gènes ou d'autres. Il va y avoir des phénomènes de méthylation, déméthylation, ce qui fait que, au moment de la naissance, ça n'est plus le même jeu de cartes. Et que la naissance en elle-même est aussi une forte remaniement du jeu de cartes. Donc ça, c'est quand même très important. Hein, c'est prouvé, alors je peux vous dire, c'est archi prouvé chez les petits animaux. Et chez les humains, on fait comme si ça ne l'était pas. Il y a certaines expériences qui sont vraiment très bouleversantes à voir. Donc il y a ça, c'est-à-dire que cet humus de sécurité affective que l'enfant a acquis pendant la grossesse, c'est quelque chose d'incroyablement important pour son avenir. Et puis ce qu'on sait maintenant aussi, c'est la plasticité neuronale, c'est-à-dire que nous sommes tout le temps en train de raptasser nos cerveaux. Nos cerveaux à tous seront pas les mêmes ce soir que ce qu'ils étaient ce matin. On a modifié les circuits neuronaux et même la forme du cerveau, alors c'est des toutes petites modifications, mais on les modifie tout le temps jusqu'à notre mort. Donc c'est extraordinairement important de comprendre ça dans l'éducation. Hein. Alors, on sait aussi maintenant l'importance du transgénérationnel, c'est-à-dire à quel point l'enfant, dans le fond, porte les malheurs des adultes qui l'ont précédé dans la vie, et à quel point, donc, quand il est devant nous, c'est pas lui tout seul, c'est plein de gens qui sont autour de lui, silencieusement, on les voit pas, mais ils sont là. Hein. Alors, dans le domaine de la vie prénatale, on sait à quel point les relations précoces sont très très importantes, par exemple. Alors c'est ça mon reproche. Bien sûr, on va pas dire faut que toutes les femmes fassent de l'aptonomie, parce que d'abord c'est exclusivement réservé aux gens qui en ont envie, mais que se donner vraiment les moyens que chaque femme enceinte se sente le plus possible en sécurité, accueillie, soulagée, soutenue, ce serait très important. Bon. Ce sera pour les années à venir. Alors,
Donc tout ça, ça nous oblige à repenser l'éducation et la prévention, et ça nous oblige à admettre que nos responsabilités sont plus grandes qu'on croyait, à cause de cette plasticité neuronale, à cause du fait que l'intelligence, ça peut s'éteindre. Puis une fois que c'est éteint, c'est dur à rallumer, alors que si on l'a jamais éteinte, c'est mieux. Alors, chez les petits, c'est particulièrement important de ne plus penser en séparation corps-esprit, parce que ils sont très poreux. Ils n'ont pas encore le langage, mais ils sont tout le temps en quête de sens. Un nouveau-né à la naissance, il fait un travail intellectuel sur les sons, sur le langage. Est-ce que c'est du langage ou pas? Un enfant de 5 mois, quand il vous regarde parler, en voyant comment vous bougez vos lèvres, il sait si vous parlez votre langue maternelle ou une autre langue, sa langue maternelle ou une autre langue. Vous voyez à quel point il guette. Les bébés, c'est des guetteurs. Et ils guettent et ils cherchent à fabriquer du sens. Et quelquefois, le sens est fou parce que on leur a pas assez expliqué ce qui se passait. Alors, chez les tout-petits, la pensée, elle est éprouvée, charnellement. Elle est ressentie, à travers des images de représentation sensuelles. Alors, le sensuel, c'est le sensoriel. Tout le monde parle de la sensorialité du bébé, nanana. Mais c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le sensuel, c'est-à-dire le sensoriel qui a été passé par le filtre affectif. Dès qu'un bébé ou un enfant perçoit quelque chose, tout de suite, il va la coller d'un indice, ça me fait peur, ça me fait pas peur, ça me rassure, ça m'inquiète, c'est bon, c'est mauvais pour moi. Tout le temps. Il fait ce travail-là tout le temps. Donc, la pensée, elle est perçue, bien avant de pouvoir être formulée. Et les mots viennent dans un second temps nommer ce qui avait été vécu et incarné. Et le corps, nous, on parle jamais du corps. Pour nous, le corps, c'est le corps mort, parce que dès que quelqu'un est vivant, il est pris dans ce mouvement d'interaction avec les autres. C'est pour ça que, dans notre jargon, on a un mot, corporalité, machin, mais dans le fond, on entend très bien cette différence si on dit « cet enfant est la chair de ma chair », tout le monde comprend qu'il y a une dimension historique, affective, etc. Et on ne dirait pas « cet enfant est le corps de mon corps ». Donc, c'est bien que la chair, en tant que lieu où s'inscrit toute l'histoire de l'enfant, c'est pas la même chose que le corps. Et c'est pour ça que quand il y a de la souffrance, les thérapies corporelles sont limitées. Parce que si on agit que sur le corps, évidemment, ça retentit un peu sur le reste, mais une thérapie qui prend tout en même temps en compte, c'est beaucoup plus important. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vous dis encore? Bon. Que donc, toujours, dans nos métiers, il faut penser cette dialectique corps, esprit, affectif, qui sont déterminants pour la construction de l'enfant. L'aptonomie postule que le sentiment de sécurité affective est essentiel pour le développement de l'enfant, qu'elle l'influence grandement, et aussi, y compris dans ses capacités cognitives, et qu'il faut que l'enfant vive des moments de loust partagés. Alors la loust, c'est un mot anglo-saxon, qui est très mal traduit en français. C'est pour ça que je le dis comme ça. C'est traduit en français par plaisir, mais c'est pas ça. C'est le plaisir, mais c'est le plaisir d'être là, d'être vivant, mais c'est aussi la joie, qui est pas la même chose, et c'est le tendre vers, être dans une dynamique de rencontre. C'est tout ça, la loose. Et ce que dit l'aptonomie, c'est qu'un enfant qui ne se sent pas confirmé affectivement, qui ne vit pas des moments de loust partagés, il va laisser en friche plein de possibilités qui sont en lui, qui auraient pu se développer, mais qui vont rester inertes. Parce que l'enfant est beaucoup plus poreux que l'adulte, et c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc, à la fois, c'est ce qui le concerne lui qui va être important, mais tout ce que nous allons faire ou dire pour et par ses parents. Parce que, pour un enfant, sa proto-identité, quand il est dans le ventre de ses parents, quand il est bébé, elle est consubstantielle des parents, de leur voix, de leur contact, de leur odeur même, etc. Et donc, quand on dit du mal des parents, et même j'oserais dire quand on en pense devant un enfant, ce serait plus simple de lui donner tout de suite un petit coup de poignard dans le dos. Parce que ça lui fait du mal. Et ça l'empêche de grandir. Donc c'est tout cet art de pouvoir lui permettre de changer d'angle dans la vision qu'il a de ses parents, mais sans que ceux-ci se sentent jamais, soient jamais perçus comme méprisés. Et les enfants sentent tout ça. Quand les parents sortent de la pièce, qu'on reste avec un enfant, la mimique qu'on va échanger avec son collègue peut être un coup de poignard pour l'enfant. Parce qu'il
Il guette tout ce qui fait signe. Un regard, un sourire, une moue, un clin d'œil, etc. Et donc, mais aussi la brusquerie d'un geste, n'importe quoi. Tout pour lui, tout compte, tout est message, et tout peut laisser trace. Et donc, quand je dis tout, c'est ce qui le concerne lui et ce qui concerne sa famille. Moi, j'ai vu en PMI, autrefois, ça se fait plus maintenant, je pense, des gens dire devant un enfant du mal de ses parents entre eux. C'est terriblement destructeur, hein. Donc, dans une journée de petit, il y a une espèce de flux sensuel continuel qui va nourrir le système nerveux, modifier l'intelligence, hein, et permettre à l'enfant de construire son discernement. Alors, quand un enfant a peur, un bébé surtout, ce qu'il va faire, c'est qu'il va éteindre certaines zones perceptibles ou hypoesthésier, s'il a mal par exemple, il va hypoesthésier certaines zones de son corps pour pas avoir mal. Mais quand c'est une souffrance psychique, eh ben il va s'interdire d'entendre par exemple. Donc ça fait des processus de refermement et de morcellement. Parce que quand on se morcelle, on peut se dissocier et on peut partir complètement dans son monde. C'est moins douloureux, mais c'est pas bon pour l'avenir. Alors, avant de terminer, je voudrais dire un petit mot sur le temps, hein, aussi autre chose. Avec les bébés, quand vous prenez la main d'un enfant, ça n'est pas du tout la même chose que si vous lui avez tendu la main et que vous avez attendu qu'il vous la donne. Vous voyez, c'est un tout petit détail, ça. Mais quand vous avez tendu la main et attendez qu'il vous la donne, il y a eu toute une mise en mouvement de son désir de rentrer en rencontre avec lui qui fait qu'il est engagé dans la relation. Et une des choses que je trouve dommage, c'est qu'actuellement, mine de rien, dans nos sociétés, on induit beaucoup l'enfant à la passivité. Hein, on leur demande d'être passif. Être gentil, c'est être passif. Mais alors, être passif, pour un petit jusqu'à 6 ans, c'est se désengager des relations, souvent. Donc, c'est dommage, parce que cette anesthésie perceptive, cette passivité, ce désengagement du quotidien, c'est ça qui va faire des adultes qui peseront sur la société, qui est encombrée de citoyens passifs, qui sont en retrait, qui attendent que les autres, la collectivité, les prennent en charge, hein, dans une continuité avec le traitement qu'ils ont vécu bébé, où on leur dit « sois passif, c'est très très bien, c'est tout ce qu'on attend de toi hein. ». Alors, je terminerai en parlant un peu de l'agressivité. C'est un problème de notre époque, et c'est pas pour rien. Hein. Parce que, donc il faut se pencher sur la racine du mot agressivité pour s'y retrouver. La racine du mot agressivité, en latin, c'est aggredior. Aggredi, le verbe aggredior, quand on dit aggredi, ça veut dire j'entre, j'y vais, j'entreprends. Alors, comme je disais tout à l'heure au déjeuner, dans le point de vue d'un ado, avoir de l'aggredior, c'est avoir la niaque. Hein. Mais si on n'a pas d'aggredior, on peut pas survivre. Un bébé qui a pas d'aggredior, il va pas demander à téter, il va pas demander à boire, il va se laisser mourir. Et on le voit très bien dans les services de néonates, ceux qui en ont, ceux qui en ont pas. Alors, il y a une disposition génétique, mais d'une façon générale, on peut dire que tous les enfants arrivent avec montée en série 4 fois trop d'aggredior. C'est pour ça qu'un enfant qui va bien, jusqu'à 6 ans, il va faire du bruit, il va déranger, il va mettre du désordre, et c'est normal. S'ils font pas ça, faut s'inquiéter. Hein. Bon, sans oublier aussi ce que nous ont appris les neurosciences, c'est que avant 4 ans, le cerveau de l'enfant, quand l'enfant est débordé par un orage pulsionnel de contradictions et de neurotransmetteurs qui le mettent en chaos, c'est-à-dire que les méchants diront qu'il fait un caprice, les autres diront qu'il est victime d'un orage pulsionnel. Eh bien, dans ce moment-là, son cerveau, jusqu'à 4 ans, est incapable d'être raisonnable. Et ça sert à rien d'essayer de le raisonner dans ce moment-là. Il faut attendre, si possible, le mettre à l'écart très gentiment, en le plaignant, en disant « Ah, mon pauvre, là, t'as une grosse colère. Tu vas t'installer tout seul, puis ça va passer. » Puis on l'emmène, puis il râle, il tape des pieds, on s'en fout. On le laisse tranquille, et ça passe beaucoup plus vite que si on essaye sur le moment de le raisonner. Il faut le savoir parce que les enfants
les âmes fortes, les enfants puissants dans leurs désirs, ont besoin de traverser un certain nombre de colères avant de renoncer à leur toute-puissance de bébé. C'est pas du tout mauvais signe, un enfant colérique. C'est un enfant qui a potentiellement beaucoup de puissance en lui. Si on lui colle une étiquette de colérique, on lui fait vraiment du tort. Et c'est très dommage. Les enfants qui ont beaucoup d'agrédiors, c'est ceux qui sont le plus intéressants pour une société. C'est ceux qui feront des adultes engagés. C'est ceux qui prendront position, etc. Donc, l'agrédior, c'est une force puissante qui est souvent trop forte pour l'enfant puisqu'il en a 4 fois trop. Donc, c'est comme s'il avait dans ses mains un outil trop grand, trop affûté et qui ne savait pas bien s'en servir. Et donc, ça se retourne contre lui ou contre les autres. Quand l'agrédior est compris et vécu comme une capacité bonne chez l'enfant, comme il se sent vécu comme bon, même quand il est débordé par son agrédior, tout va bien. Si, au nom de cet agrédior, il se fait gronder ou qu'il se sent dévalorisé, qu'est-ce qu'il peut en faire si ce n'est le retourner contre lui en agressivité, auto-agressivité potentiellement dépressive, ou le retourner vers les autres. Et l'agressivité, c'est de l'agrédior dévoyé, c'est-à-dire de l'agrédior qui n'a pas été parlé, qui n'a pas été reconnu comme bon, et c'est très dommage. Alors, souvent je donne aux parents l'exemple du fleuve. L'agrédior, c'est comme un grand fleuve. Un grand fleuve, c'est puissant. Ça envoie de l'eau dans les champs, ça fait pousser, ça fait tourner les moulins, ça fait du commerce, etc. Mais si on fait un barrage mal pensé au mauvais endroit, ça déborde, ça inonde et ça détruit tout. L'agrédior, c'est un peu la même chose. Donc, quand on voit ces adolescents qui sont complètement manipulés par leur agressivité, il faut se dire, il faut essayer de comprendre avec eux qu'est-ce qui s'est passé dans leur histoire pour que cette puissance, cette force qui là les dessert, n'ait pas été accueillie et qui n'ait pas appris à s'en servir. C'est jamais trop tard pour apprendre à s'en servir, mais à ce moment-là, il faut être accueilli de manière affective. Sinon, on peut pas. Donc, c'est très important de garder ça à l'esprit. Je donnais un exemple tout à l'heure au déjeuner pour que vous compreniez mieux. Par exemple, imaginons, on est tous en train de réfléchir, etc. Et débarque un enfant qui arrive évidemment en courant, en tapant des pieds, en claquant la porte, en dérangeant tout le monde, et qui tient par exemple une feuille de marronnier à la main, parce que c'est très beau une feuille de marronnier. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Eh bien, il y a beaucoup de pulsions passionnantes. C'est l'envie de l'émotion esthétique, d'abord devant cette feuille, le désir de partager cette émotion esthétique, le désir de nommer, de savoir plus ce que c'est que cet objet qui l'interpelle. Donc, c'est que du bon. Si on l'engueule parce qu'il a dérangé, qu'est-ce qu'il va faire de ça, de tous ces désirs de partager, etc. Eh bien, il va l'éteindre, parce que sinon, ça fait trop mal. Et il va partir, soit en retournant ça contre lui, soit en allant tirer les cheveux du premier copain qu'il trouve, ou donner un coup de pied. Si on prend les 4 secondes et demie de lui dire « écoute, t'as raison, c'est très beau, c'est une feuille de marronnier, je l'ai vue, elle est très belle, on en parlera ce soir, mais là, tu vois, tu nous déranges parce qu'on fait autre chose. » L'agrédior est respecté et ça prend pas beaucoup plus de temps. Et ça n'est pas destructeur pour l'enfant. Parce que dans le fond, derrière l'accueil de l'agrédior, ce qui se profile, c'est un jugement. Tu es bon, tu es mauvais. Et dès qu'un enfant se sent perçu comme mauvais, vous pouvez avoir tout le discours éducatif que vous voudrez, ça entrera pas parce que lui, il ferme les écoutilles. Il écoute plus rien. Donc, c'est important d'avoir ça à l'esprit et j'espère que ça va vous permettre de changer un peu d'angle devant les enfants agressifs. Parce que l'art de la prévention prévenante, c'est un art collectif. N'oublions pas que autrefois, alors ça avait ses inconvénients, mais les gens vivaient beaucoup sur plusieurs générations entre eux. Et dans le monde paysan, la solidarité avec les voisins, c'était quelque chose de très important. Donc l'enfant était jamais élevé par un parent seul ou dans une famille où il était le seul enfant. Et ça, c'est une situation qui est porteuse de beaucoup de souffrances potentielles. Donc, c'est pour ça qu'il faut que les sociétés inventent des processus
pour pallier à cette solitude du parent et de l'enfant, tout seul, trop seul l'un avec l'autre. Alors, ça demande du temps, du personnel compétent, motivé, alors bien payé si possible, mais surtout payé en sens, enfin pas surtout, mais payé en sens aussi. Pour nommer, parce que soigner, éduquer, tout ça, c'est des métiers durs, quand même, vous le savez. C'est parce qu'on scoltine la souffrance humaine. Mais si on a l'impression que notre action a du sens, on peut tout supporter. Du jour où on a l'impression que ça n'a plus de sens, on ne peut plus le supporter et donc on ne peut plus faire face. Et c'est ça qui s'est passé dans les 20 dernières années où beaucoup de réseaux ont été démantelés parce que beaucoup de décideurs politiques ont cru que tout devait se mesurer à l'aune de la rentabilité et au retour rapide sur investissement. Et donc c'est pour ça que beaucoup de choses ont été détruites, des réseaux, et que ça va être difficile à reconstruire parce qu'il y a un dommage inchiffrable et irréparable qui a été fait dans les, je dirais, 30 dernières années. C'était beaucoup d'imprudence de la part de ces gestionnaires qui idolâtrent les chiffres au détriment des humains dont ils ont la charge. Alors, il y a quelque chose de désespérant. Quel avenir pour une société qui piétine ses enfants ? Pas forcément génial. Bon. Donc, on a marchandisé beaucoup de choses dans le soin, dans l'accueil des familles. Et on a voulu croire qu'il y avait que ce qui était quantitativement mesurable, qui était scientifique. C'est vraiment une vision de la science qui est bien pauvre. Enfin bon. Et on a beaucoup valorisé le cognitif. Souvenez-vous, ça est en train de changer, mais que l'école maternelle était une espèce d'école primaire beaucoup trop tôt. On a primarisé. Et au détriment de l'affectif. Alors, avec tout ça, on a construit des enfants solides comme des châteaux de sable, et on a des adolescents qui pètent les plombs, et on a des adultes qui tiennent pas la route dans des sociétés qui sont très difficiles à vivre, etc. Donc, c'est pour ça que le plan que vous avez tous élaboré ensemble, pour moi, je trouve que c'est une source d'espoir. Et en conclusion, je voudrais vous faire cadeau d'un beau proverbe wolof qui dit « L'homme est le remède de l'homme, tout homme est le gardien de son frère ». Je vous remercie de votre attention. Donc maintenant on se parle. Maintenant c'est moi qui vous écoute, c'est ça ? Tout à fait. Donc la parole est à la salle. Nous allons circuler avec des micros. Oui. La première question étant toujours la plus délicate à poser. Alors, mais il y en a une par là. Vous voyez, je reste debout parce qu'on ne parle pas pareil, on ne pense pas pareil debout et assis. Et dans le dispositif avec les enfants, par exemple, ces détails-là, ou les adolescents, qui est assis comment, qui est à quelle distance, c'est très important. Oui, bonjour. Ma question est sur la résilience, parce qu'effectivement, il y a des enfants qui vivent dans des milieux ou qui vivent des situations très très difficiles et qui malgré tout sont extraordinaires parce qu'ils réussissent à se développer. Enfin, je ne sais pas comment, mais vraiment parfois on en voit certains qui sont extraordinaires, quoi. Alors qu'on sait que leur milieu est vraiment, très pauvre ou bien même violent, quoi. Alors là, vous en avez pas parlé de cette Non, parce qu'ils m'intéressent pas, parce qu'ils existeront toujours. Il y aura toujours des enfants qui sont sortis en bon état de situations invraisemblables. Heureusement, mais quand on est ensemble en tant que décideurs et que organisateurs du soin, etc., c'est pas cela qui nous importe. Ceux-là, ils se débrouilleront toujours. C'est les autres. Alors pourquoi certains enfants ? Moi, j'aime pas beaucoup le mot de résilience parce que c'est une espèce de tarte à la crème. Quelquefois, on est résilient, mais on est resté comme ça, comme tout à fait raide, dur et ferrugineux, si j'ose dire. Mais on est résilient. Donc pour moi, c'est pas un mot que j'aime employer. En principe, ça sert à parler de l'élasticité des matériaux, la résilience. Mais oui, vous avez raison, c'est un grand mystère. Alors, il y a aussi que
Les enfants, c'est des athlètes affectifs. Quelquefois, dans la vie d'un enfant qui est dans une situation épouvantable, il suffit qu'une personne passe et dise ou fasse très peu de choses pour que l'enfant s'appuie, prenne cette petite prise minuscule et se reconstruise autour de ça. Les adultes témoignent de ça parce que parfois on a devant soi des adultes, on dit mais celui-là il devrait être mort ou à l'HP ou complètement neuneux, et alors on se dit mais comment vous avez fait? Et ils nous racontent des choses comme ça. Il y a une personne qui a dit une chose, etc. Après, il y a une inégalité génétique chez les humains. Il y a plein de choses aussi. Bon, mais voilà, ça, il faut se réjouir qu'il y ait des enfants qui aient cette capacité, mais ce qui nous importe, c'est les autres, ceux qui ne l'ont pas. Bonjour, vous avez dit tout à l'heure que la maternelle a été primarisée. Quelles sont les conséquences en fait sur... vous avez dit tout à l'heure, si j'ai bien compris, qu'en maternelle, on a primarisé la maternelle en fait. Et quelles sont les conséquences en fait sur le développement en fait de l'enfant? Alors, premièrement, moi j'ai appris de ma mère une règle très simple, c'est que tant qu'un enfant n'est pas... les critères pour qu'un enfant puisse rentrer à l'école maternelle sans se moutoniser par peur du groupe, c'est-à-dire se construire en étant infidèle à soi-même parce qu'il a trop peur du groupe. Il faut qu'il soit propre de jour, qu'il sache se laver, s'habiller, manger tout seul, nommer ses 4 grands-parents, toutes les parties de son corps et connaître l'interdit de l'inceste. S'il n'a pas ça, c'est trop tôt la maternelle pour lui. Bon, premièrement. Et deuxièmement, quand on met... il faudrait inventer. Un des grands drames, c'est que je trouve que entre 2 ans et 2 ans et demi, beaucoup d'enfants s'ennuient à la crèche et ils sont pas prêts pour être en maternelle. Donc, moi, je rêverais de structures style jardin d'enfants, de structures intermédiaires. Bon. L'autre chose, c'est que je vois que je ne suis pas seule. Bon. Non, mais vraiment, parce que un enfant entre 0 et, mettons, 4 ans, ça change tellement qu'il faudrait beaucoup de structures différentes pour ne pas faire des choses dommageables. Bon. Donc, quand un enfant arrive en groupe comme ça, et qu'il découvre l'être en groupe, etc., c'est trop tôt pour la majorité des cerveaux. On voit toujours des gosses qui apprennent à lire tout seuls, là encore, c'est pas ceux-là qui nous intéressent, parce que ceux-là, ils s'en sortiront toujours. Ce qui nous intéresse, c'est les autres. Et pour beaucoup d'enfants, c'est trop tôt pour la cognition. Il faut privilégier d'abord la construction du discernement affectif. Qu'est-ce qui est plus beau? Moi, je fais ça avec des enfants de 4 mois. Je les mets sur mes genoux, je mets 2 joujoux, lequel est le plus beau que l'autre pour toi? Lequel tu préfères que l'autre? L'éducation du discernement, esthétique donc affectif, elle est fondamentale. Qu'est-ce qui te paraît plus beau que? Qu'est-ce qui te paraît plus juste que? Qu'est-ce qui est bon pour toi? Qu'est-ce qui est mauvais pour toi? Tout ça, c'est une construction de l'estimation qui doit primer avant l'acquisition cognitive. Donc, autant on peut jouer avec un abécédaire parce qu'on va apprivoiser les lettres comme des morphèmes. Ah, le O, il est tout rond, il est sympa, le I, tout ce qu'on peut construire affectivement autour d'une image de lettres, c'est bien. Mais tout de suite faire passer ça avec la cognition et la capacité d'apprendre à lire et à écrire, ça peut être très dommageable pour certains enfants. Les enfants très imaginatifs traînent pour apprendre à lire, même s'ils sont très intelligents, parce que ils sont au courant que quand ils auront mis cette grille de lecture-là sur la réalité, ils vont perdre quelque chose. Et c'est vrai. L'apprentissage de la lecture, de l'écriture, va enfermer un peu le monde. On va accueillir la lumière, les feuilles, tout ça, autrement. Cette liberté extraordinaire de l'imaginaire d'un enfant qui ne sait pas encore lire et écrire, il y a des gosses qui ne veulent pas y renoncer. Et c'est souvent des enfants très intelligents. Et quand ils sont décidés, ils apprennent à lire en 8 jours. Alors, chaque année, j'en rattrapais 2 ou 3 par les cheveux, parce qu'on me les amenait, rendez compte, échec scolaire en maternelle, quand même. Non, mais je vous jure, c'est quand même hallucinant. Et parce que il savait pas. Un enfant de cet âge-là, il ne peut se mobiliser dans un apprentissage que si c'est son moment. S'il est mu affectivement par un désir d'apprendre, une ouverture. Si on veut qu'à telle heure, tous les enfants fassent en même temps la même chose, ça marche pas. C'est trop tôt.
Et donc, ceux qui vont le faire, c'est ceux qui se soumettent. Et donc, ils se construisent dans une infidélité à eux-mêmes. Alors voilà, ils ont tout le temps. Hein. Maintenant, ils vont vivre 100 ans, les enfants. Donc, ils ont tout le temps pour apprendre à lire et à écrire. Et c'est surtout que toute une classe de 28 enfants peut pas apprendre à lire au même moment, en même temps. Et s'ils se sentent... Moi, je voyais des enfants, pourquoi on me les amenait? Parce qu'ils étaient totalement déprimés. Ils se sentaient nuls, etc. Alors, je leur disais, tu sais, ta maîtresse, elle croit que c'est un signe d'intelligence de savoir lire à ton âge, mais on peut se dire aussi que c'est juste le signe d'une façon d'être intelligent. Et toi, tu as une autre façon. Puis, tu n'es pas obligé de penser que la maîtresse, elle sait tout sur tout. Et puis, ils repartaient contents. Mais beaucoup d'enfants se dépriment à cause de ça. Parce que on les calibre avec à une aune qui ne leur convient pas. Voilà, c'est ça que je voulais dire. J'aurais une question. Bonjour. On parle beaucoup des enfants de moins de 6 ans. Oui. Mais vous avez entendu les chiffres qui sont donnés sur l'ensemble des informations préoccupantes. 40% concernent des enfants de moins de 6 ans. Et le reste, les 60%, sont des enfants de plus de 6 ans. Oui. De plus de 6 ans jusqu'à 18 ans. Et en fait, j'aurais aimé vous entendre aussi sur quelle approche aussi de ces enfants de plus de 6 ans. Comment on les accompagne, comment on accompagne aussi les parents dans leurs difficultés. Alors, on parle souvent des adolescents, mais on sait aussi que cette tranche d'âge des 6, on va dire 12 ans, ce sont des enfants qui nous préoccupent vraiment également. Alors, moi, je dirais 4-7 ans, plutôt comme tranche, parce que à 7 ans, c'est pas pour rien qu'on parlait de l'âge de raison, il y a vraiment un changement. À 4 ans, il y a beaucoup aussi de changements dans le cerveau. Donc jusqu'à 4 ans, il y a cette difficulté pour l'enfant de maîtriser ses pulsions. Entre 4 et 7 ans, c'est une période formidable parce que c'est un développement de l'intelligence, de la curiosité qui doit être nourri, parce que si c'est pas nourri, ça vaticine. Je veux dire nourrir, ça veut dire échanger, parler, commenter, réfléchir ensemble. Vous entendez tout ce que je dis, ça veut dire prendre du temps. Prendre du temps avec l'enfant. Donc c'est un âge où l'enfant est un peu plus tranquille par rapport à ce côté colérique, révolte, etc. Et où il a une grande ouverture aux autres, mais c'est aussi l'âge où l'apprentissage des relations sociales peut être très douloureux. Les relations avec les copains entre 4 et 7 peuvent être extrêmement douloureuses. Et puis après 7 ans, il se passe encore autre chose. Ils ont plus de capacité de mettre les choses à distance. C'est cette belle chose qu'on appelait la phase de latence qui est en train d'être un petit peu bouffée, à la fois parce qu'il y a beaucoup plus de puberté précoce, et aussi parce qu'à cause du commerce, on bassine beaucoup les enfants en leur disant vous êtes des pré-ados, donc vous devez fonctionner comme des pré-ados, alors qu'avant ils étaient juste en phase de latence et on leur foutait la paix. Maintenant, comme on veut qu'ils achètent, on modifie un peu les choses. Mais oui, cette période-là, 4 et 6 ans, 4-7 ans, moi j'aime beaucoup, parce que vraiment si on les écoute, qu'est-ce qu'ils sont créatifs à cet âge-là, hein. Les enfants, tout le temps, ils pensent le monde. Les gens qui leur posent pas de questions ou qui les écoutent pas, ils savent pas ça, mais c'est dommage, hein. Bonjour madame. C'est où ? Ah oui. Là, juste là. Vous évoquiez la notion de temporalité chez l'enfant et à quel point c'est important puisqu'elle est par essence même singulière. Moi, je m'interroge quand même pour moi-même et mes collègues en protection de l'enfance, qui sommes directement concernés par une temporalité judiciaire qui est bien souvent inadéquate par rapport à la temporalité de l'enfant. Comment pourrait-on faire ou imaginer peut-être quelque chose autour d'une adéquation entre la temporalité de l'enfant et l'urgence parfois de certaines situations? Moi, je rêve d'une espèce de réunion des États généraux où, à la lumière des connaissances actuelles sur l'enfant, le monde des adultes se dirait non mais quand même. Parce que, d'abord, si on regarde le niveau d'intelligence de tous les bébés qui arrivent au monde et le niveau d'intelligence de l'adulte moyen, il y a quand même de la perte.
Alors, à quel moment se passe la catastrophe? À quel moment? Donc, il serait quand même temps. Il y a une époque au Moyen-Âge où les enfants de 6 ans, ils faisaient des dissertations en latin, ils faisaient des discours à tout le monde. Ben, voilà, il y a eu quand même beaucoup de pertes. Il y en a toujours. Donc, moi, je rêverais de ça, que tout le monde s'assoie, que les spécialistes de chaque domaine, les biologistes, les psys, les neuroscientifiques, apportent leur matériel et qu'on dise, bon, maintenant, comment on change les choses? Mais, bon, il faut rêver. Alors, je sais pas comment, je sais qu'il y a pas mal de psys qui parlent avec les juges, etc. Mais ce qu'on peut faire, en tout cas, face à un enfant qui est pris dans quelque chose dont on sent que c'est pas bon pour lui, on peut en parler avec lui et dire, tu vois, le monde des grandes personnes, là, c'est pas bon pour toi, on le sait, mais tu vas y arriver. Je sais que c'est pas bon, mais je sais que tu as la force de le vivre. Et c'est que ça, dans le fond, parce que tout le temps, ils sont face à des choses difficiles et personne ne leur dit, oui, c'est difficile, mais tu peux. Au mieux, on les plaint. Or, plaindre un enfant, c'est lui faire du tort. Il faut jamais plaindre un enfant. Parce qu'on lui enlève des forces. Ah, pauvre petit. Ben oui, pauvre petit, alors il se vit comme un pauvre petit. Donc, ce n'est pas plaindre que de dire, ce qui t'arrive est très difficile et c'est pas juste. Ça aurait été mieux que tu restes avec nous, ou avec tel nounou, ou tel, etc. Et tu vois, ça peut pas se faire. Mais il y a une autre chose qu'il faut dire aussi aux enfants, leur dire, tu sais, ce qu'on a vécu ensemble, pendant le temps où on a travaillé ensemble, bah, c'est à toi pour toujours. Et même quand je serai très vieux, même peut-être quand je serai morte, ben, il suffira que tu t'en souviennes et ce sera vivant en toi. Ça t'appartient. Et avec ça, tu vas voir, tu vas y arriver. Et quand tu seras grand, ce sera plus facile parce que tu choisiras plus pour toi-même. Vous voyez, donner de quoi faire face, quoi. Mais c'est vrai que, franchement, la façon dont, en général, on traite la justice des mineurs qui manque tellement de moyens, c'est pathétique. Vous avez évoqué la souffrance des enfants par rapport à leur famille, à leurs parents biologiques. Alors moi, je suis assistante familiale et c'est vrai que la souffrance des enfants, on la vit au quotidien avec mes collègues. Ma question était de savoir qu'est-ce qu'on peut faire en tant que travailleur social vis-à-vis des enfants en souffrance pour que justement ils puissent accepter leurs parents tels qu'ils sont, une fois qu'ils ont pris conscience de leur défaillance, et d'accepter leur histoire. Leur histoire. Ah, oui. Oui, vous avez raison. D'ailleurs, beaucoup de nos patients adultes sont simplement des gens qui n'acceptent pas que leur histoire soit leur histoire. Ils n'adoptent pas leur histoire comme étant la leur, parce qu'ils rêvent d'une histoire qui serait autrement. Pour les enfants, c'est pas pareil, parce qu'ils sont vraiment dans la dépendance des grandes personnes. Je crois que, d'abord, accepter qu'un enfant souffre sous nos yeux et qu'il dysfonctionne par souffrance, c'est déjà beaucoup. C'est-à-dire, au lieu de l'engueuler, parce que de lui dire, ben oui, je comprends que tu sois malheureux. Mais tu vois, c'est pas une raison quand même pour faire ci, ça et ça, etc., pour agresser les autres. T'es malheureux. Peut-être que ce serait mieux si on parlait de comment t'es malheureux, de pourquoi, comment, etc., que de faire des trucs pareils. Déjà. Et d'accepter leur désespoir et simplement d'accepter d'être avec eux quelquefois dans le silence dans ces moments-là, en disant je crois que tu penses à je sais pas quoi, à ta famille, oui je comprends, mais tu sais dans ta vie il va y avoir des bonnes choses. Toujours les enfants ils ont besoin d'avoir un projet d'avenir, dire oui en ce moment c'est difficile, mais dans ta vie il va se passer plein de bonnes choses après, tu vas voir. Et puis c'est déjà beaucoup, hein, mais être à l'écoute. Sans vouloir absolument... vous savez, c'est comme quand on est très malheureux et que les gens vous disent « Mais non, mais t'inquiète pas, ça va passer ». Oui, on le sait que ça va passer, mais il faut du temps. Hein, ou qui essayent d'accélérer notre processus de deuil. Personne ne peut l'accélérer. Hein. Il faut que les enfants fassent le deuil des étapes qu'ils ont dû quitter, enfin, vous voyez, et que la blessure se cicatrise et qu'ensuite ils puissent se greffer sur autre chose. Et c'est déjà beaucoup si vous les écoutez, que vous les comprenez et que vous n'avez pas cette exigence de devoir de bonheur. On voudrait que les enfants soient heureux. Et puis quoi encore ?
On l'est, nous? Heureux tout le temps? Pourquoi eux, ils seraient heureux tout le temps? Alors, petite question, effectivement, dans votre discours, on entend beaucoup, en fait, de faire confiance à l'enfant, à ses capacités et de lui le signifier. Comment peut-on aider les parents à avoir eux-mêmes confiance dans leurs capacités pour pouvoir accueillir leur enfant à tout moment, oui, avec les difficultés qu'ils présentent? Souvent, quand les parents sont en difficulté, c'est qu'ils ont été des enfants en difficulté. Donc, c'est souvent en leur faisant parler de leur enfance qu'on les aide. Et qu'en leur disant, vous croyez pas que peut-être c'est ce que vous avez vécu là, ça fait de l'écho avec ce qui se passe maintenant avec votre enfant. Bon, déjà ça, leur faire pas... Parce que une, entre guillemets, mauvaise mère, elle est jamais heureuse d'être comme ça. Elle souffre de sentir qu'elle ne sait pas être mère. Donc, déjà, si on la juge, c'est foutu. Si on a de la compassion pour elle, oui, c'est difficile pour elle d'être mère, mais qu'est-ce qu'on en sait que c'est bien ou mal? Elle fait ce qu'elle peut. Donc, ce que je disais à midi, moi, je sais pas ce que c'est qu'une bonne mère. Parce qu'il y a tellement de modèles de mères qui finalement se révèlent être bonnes pour leurs enfants, alors que de l'extérieur, on pourrait penser le contraire, que on sait pas tout. Ce qui est important, c'est de soutenir le fait qu'ils font du mieux qu'ils peuvent. Et ça, c'est important. Moi, c'est la seule différence. Quelqu'un qui fait du mieux qu'il peut comme parent, c'est déjà beaucoup. Et puis, s'il a des insuffisances, on lui propose de l'aide. Mais souvent, les parents qui sont défaillants, c'est parce qu'ils souffrent. Donc, si on les écoute, si on leur permet de parler, ça peut être des groupes de parole. C'est pas forcément faire un travail de thérapie individuelle, mais ça peut être des groupes de parole où ils vont dire leurs difficultés. Oui, bonjour. Je reviens. Et puis souvent, des petites phrases du genre « mais c'est vous la mère, c'est vous le père, c'est vous les parents ». C'est-à-dire de signifier dans les petites tournures de phrases que tout professionnel qu'on est, c'est eux les parents. Oui. Bonjour. Vous avez évoqué l'agressivité des adolescents et souvent on se rend compte en fait que ces adolescents ont vécu dans leur vie d'enfant multiples ruptures, multiples placements, famille d'accueil, établissement, retour en famille, réétablissement. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des effets de ces différentes ruptures sur les enfants et comment on pourrait y pallier, comment on pourrait y remédier, comment est-ce qu'on pourrait travailler cette question ? Oui, c'est intéressant parce que tout à l'heure, je parlais des paradis perdus, et d'équilibre précaire détruit, puis reconstruire un autre, etc. Et donc, ça fait comme si la personnalité était pleine de ruptures et que donc, ils n'arrivaient pas à rabouter des mots. Donc, d'abord en parler de ces ruptures, lui permettre de dire ce qu'il a vécu et pourquoi telle chose était si agréable. Quelquefois, on est étonné parce que des lieux où on pensait que l'enfant avait été malheureux, lui, il dit qu'il y a été très heureux. Et il faut respecter ça. Et puis, lui dire, oui, mais alors, à travers tout ça, toi, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu as senti? Qu'est-ce qui est toujours toi, quelle que soit la situation? C'est-à-dire l'aider à peu ressentir ce qui en lui fait continuité à travers tous ces accidents de vie. Je vois pas d'autre façon de faire. Et simplement aussi, quelquefois, le faire réfléchir sur, mais est-ce que tu crois pas que ça, c'est une réaction que tu as parce que tu es en colère contre telle chose ou telle chose? Faire réfléchir, finalement. Chez les humains, réfléchir pour pouvoir changer d'angle, c'est le seul outil. Et ça se fait par la qualité de la présence et la parole. Quelquefois, la situation est pas vivable, puis si on change un peu d'angle, elle est vivable. Donc notre boulot, c'est de faire changer d'angle. Reste-t-il une question à côté de moi? Bonjour. Petite question, dans le plan qui nous a été présenté, il y a une volonté d'une prévention précoce et essayer d'identifier assez rapidement éventuellement des difficultés futures. Quelles recommandations pourriez-vous nous donner pour éviter justement de coller des étiquettes ou de stigmatiser les enfants? Ça c'est difficile parce que par exemple les informations préoccupantes c'est bien, mais quelquefois c'est vraiment dramatique. Moi, j'ai vu des familles ravagées par une information préoccupante qui avait été émise par quelqu'un de très névrosé et qui comprenait pas le fonctionnement de cette famille. Une nounou qui les avait dénoncés alors que c'était des parents formidables. Bon,
peut-être un peu trop originaux pour cette femme. Et ça, c'est vraiment le rasoir dans les mains d'un singe, l'information préoccupante. Donc, ça demande de la part de ceux qui reçoivent. Ça fait Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit une bêtise? De quoi, les rasoirs dans les mains d'un singe? Ah bon? C'est comme l'agrédior pour un enfant qui est trop petit. Que ceux qui accueillent les informations préoccupantes essayent toujours de se déplacer intellectuellement pour essayer de voir quelle est la logique de ces parents-là. Qu'est-ce qu'ils cherchaient vraiment? Quelle était leur intention? Même si le résultat est pas bon de notre point de vue, quelle était leur intention? Et vraiment, moi, je voudrais qu'on soit très vigilant avec les informations préoccupantes, parce que j'ai vu des choses terribles. Et moi, ce que je dirais, une fois de plus, c'est que si on s'occupe mieux des femmes enceintes et surtout des femmes qui reviennent toutes seules à la maison, on aura moins de soucis. C'est vraiment une période, c'est vraiment pour les femmes une période très, très importante. Ça les remet en lien avec ce qu'elles ont vécu bébé. Parce que nous, les humains, quand on aime, on s'identifie. C'est un vieux truc. Alors maintenant, on comprend, avec les neurones miroirs, avec les aires motrices, machin, comment ça se fait. Donc, une femme enceinte, quand elle est avec son nourrisson, par moment, elle s'identifie à son nourrisson. Et si elle a eu une vie de nourrisson très dure, elle peut être incapable d'être mère, même si c'est la meilleure femme du monde. Donc, c'est des périodes, c'est pas pour rien qu'il y a des psychoses puerpérales, c'est des périodes où il y a comme une espèce d'ouverture énorme dans laquelle le pire ou le meilleur peut survenir. Donc c'est des périodes très sensibles, des passages de seuil très importants, et puis j'aurais tendance à dire que maintenant souvent les gens font des enfants avec n'importe qui, les gens se connaissent pas, ils font un gosse, du coup quand ils sont tous les deux autour de l'enfant, ils s'aperçoivent qu'ils se supportent pas, c'est très étonnant quand même. Donc c'est des moments où les gens auraient beaucoup besoin de lieux de parole, de lieux d'aide. Alors il y a les lieux d'accueil parents-enfants. Je sais pas ce qu'il faudrait inventer, mais pour moi, la prise en charge d'un petit humain, ça commence là. Parce que par exemple, il y a aussi toutes les culpabilités qui viennent avec les fameuses diagnostics prénatales, les fameuses échographies à 3 mois. Ça veut dire que tous les enfants commencent leur vie sur un siège éjectable. Parce que s'il n'est pas normal, on va le tuer. Bon, ça laisse des traces. Et souvent des traces de culpabilité, parce que les femmes viennent et disent, vous savez, moi, quand j'attendais le résultat, je me disais, s'il est trisomique, je le garde pas. Donc vous comprenez. Alors elles sont coupables parce que elles s'imaginent qu'elles auraient tué cet enfant-là, mais c'est pas celui-là que vous auriez voulu tuer, c'est lui s'il était trisomique, mais il l'est pas. Donc, mais ça laisse des culpabilités très torpides. Chez l'être humain, la culpabilité, c'est un poison très violent. Donc si ces femmes pouvaient parler de ce qu'elles ont pensé, de ce qu'elles ont dit, etc., ce serait pas mal. Même chose aussi, par exemple, la banalisation de la révélation du sexe, pour moi, c'est une chose pas bonne du tout. Pas bonne du tout, parce que ça veut dire que l'enfant, déjà in utero, il est exposé aux projections de tout le monde, y compris de ses parents. Potentiellement, ça va pourrir toute la grossesse, pour le père, pour la mère ou pour le couple, pour la relation mère-enfant, alors que la plupart du temps, quand l'enfant naît, on s'aperçoit qu'on s'en fout complètement. On voulait un garçon, puis c'est une fille, on est très content. Donc tout ça, c'est de l'imaginaire. Et on a créé des failles, des troubles dans la relation parent-enfant, uniquement parce que la technique nous permet de le faire. Vous voyez, c'est un tas de petites choses comme ça. Si les femmes pouvaient parler, parce que c'est pas très politiquement correct de dire « ouais, j'attends une fille, je suis très déçue, je voulais un garçon ». Bon, si ça se trouve, quand il sera né, elle sera très contente. Bon, mais tout ça, c'est extrêmement polluant. Et c'est dommage. La vie est déjà assez dure comme ça, c'est pas la peine de rajouter des occasions de créer de la culpabilité et de la distance entre les parents et les enfants. Je sais pas si je vous ai répondu. Alors, à plusieurs reprises, vous avez parlé de qualité de présence auprès de l'enfant. Alors, pour moi, qualité, c'est donc un peu différent de quantité. Ça peut peut-être évoquer la notion de disponibilité.
Comment est-ce que vous pourriez davantage détailler ce que vous mettez en avant quand vous dites offrir une qualité de présence à un enfant? Alors ça, c'est très difficile parce qu'on est dans le domaine des choses très subtiles. Par exemple, là, vous m'entendez, vous entendez ma voix qui a un certain ton et certaines harmoniques. Si je me referme entièrement sur moi-même, que je ferme tout, c'est difficile et c'est très désagréable à faire. Voilà. Là, je suis refermée. Vous entendez? Alors, si je vous fais un sourire, ça va être horrible parce qu'il peut être que faux. Bon. Un enfant, il se trompe pas là-dessus. Je suis complètement sphinctérisée. L'enfant, en face, il va être pareil. Donc, et ma voix, alors, je me refaire. Vous voyez, ma voix n'a plus les mêmes harmoniques. Vous entendez, même si je parle fort, il n'y a plus les mêmes vibrations. Si je reviens, je suis consciente de ce que j'ai fait. J'ai changé le tonus dans tous mes diaphragmes, et y compris dans tous mes muscles. À ce moment-là, j'ai plus la même voix. Et il y a des capacités, je peux pas vous apprendre, parce que ça c'est tout le travail autonomique, mais vous pouvez lancer entre vous et l'autre ce que j'appelle un filet de sécurisation. Nous sommes des mammifères, et tout se joue chez les humains dans la réciprocité. Donc si vous arrivez et que vous englobez l'autre dans une espèce de bulle sécurisante, il le sent. Il n'en est pas conscient, mais il le sent. Donc ça, c'est un art. C'est un art qui s'apprend comme n'importe quel artisan. Et c'est dommage que les humains sachent pas ça. Je peux difficilement vous en dire plus, si ce n'est qu'il émane de vous, à l'insu de votre plein gré, beaucoup plus que vous croyez. Et que les enfants le sentent encore plus que les grandes personnes. Alors les grandes personnes, ils parlent souvent de mauvaises vibrations, de trucs comme ça. Les gens en parlent, ils savent que ça existe, mais ils savent pas, ils n'ont pas appris à le mettre en acte. Or ça s'apprend, banalement. C'est ce que vous faites tous les jours avec les objets. Quand vous vous prolongez dans un objet, par exemple si vous tournez votre sucre dans votre café, comme le tact et le sens le plus discriminant qui soit, le moindre petit grain de sucre, vous le sentez au bout de la cuillère parce que vous avez mis votre sens du toucher au bout de la cuillère. Eh bien, chez les humains, on peut se prolonger aussi, mais on va changer de mot, on va parler d'intégrer l'autre. Quand on pose la main très légère sur quelqu'un et qu'on l'intègre, ça s'apprend, eh bien, ça fait comme une espèce de nappe de sécurité en lui, à laquelle il réagit, consciemment ou pas, et qui va changer la relation ou ce que vous êtes en train de faire ensemble. C'est des choses comme ça. Ça peut se faire à distance ou dans le contact direct. C'est un apprentissage comme un autre. Bonjour. Je n'ai pas véritablement de questions à vous poser. Mais... Parlez plus haut. Oui, je n'ai pas de questions à vous poser, mais je voulais vous témoigner, de toute ma reconnaissance par rapport à ce que vous avez évoqué dans votre speech. Il y a eu plusieurs mots comme, la merveille qu'est un enfant, le transdisciplinaire. Il y a eu un autre terme, la haute couture, oui, la prise en charge haute couture. Ça me parle vraiment beaucoup. J'ai été touchée à cœur à plusieurs reprises dans ce que vous disiez. Et j'ai juste envie de dire que je rêve également que les travailleurs sociaux, les personnes qui sont en charge des enfants et leurs parents en premier lieu se rendent compte du trésor que c'est. Et d'un trésor à accompagner dans le développement, dans son développement. Merci beaucoup. Et vous trouverez une petite enveloppe sur la table à lire plus tard quand vous aurez le temps. D'accord, la petite enveloppe, d'accord. Merci beaucoup. Vous savez, moi j'ai quand même été élevée dans une famille où c'était l'évidence que les bébés sont intelligents. Mais alors, depuis que je travaille en autonomie ou que je contacte des enfants in utero, savoir la façon dont un fœtus, j'aime pas ce mot-là, mais je l'emploie, discrimine, répond, etc., propose, c'est absolument stupéfiant. Et même souvent avec des bébés, je suis là à me dire, oh, alors ça, j'aurais pas cru. Et je suis baba devant les bébés. Encore une question? Quelqu'un souhaite prendre la parole? Ou une réflexion, parce ou une que réflexion, pas tout à des fait. questions. Il y a un monsieur, là. C'est tellement formidable quand les hommes s'intéressent à l'éducation. C'est vrai.
Quand on va parler d'éducation, vous avez vu, il y a surtout des femmes dans la salle. Parce que c'est pas des métiers nobles. Parce qu'évidemment, les femmes font pas les choses nobles, tout le monde le sait. Bonjour. Bonjour. Oh, pardon. Alors, vous avez parlé de la temporalité et qu'on peut pas manipuler la temporalité de l'autre et que chacun a son rythme. Et on voit bien qu'on est soumis et on soumet les enfants à un rythme tellement frénésique, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison. Qu'en est-il du droit à la parole, à l'ennui, à la paresse? Ah bah, et par rapport à certains enfants qui le réclament, qui le disent. Oui. J'aimerais bien que vous en parliez. Moi, je me demande si la paresse existe. Je me demande si la paresse existe. À l'ennui. Je pense que ce qu'on appelle la paresse, c'est du point de vue de l'extérieur, le fait que quelqu'un dont on voudrait qu'il fasse ci ou ça, n'a pas envie de le faire à ce moment-là. Alors on dit il est paresseux. Mais alors c'est vrai qu'il y a des gens qui sont peu engagés. Oui, moi je verrais plutôt ça en tournant autour de plusieurs angles. C'est d'abord qui demande quoi à qui et pourquoi il n'a pas envie de le faire. Ça c'est quand même une question intéressante. Et aussi, pourquoi cette personne se sent moins mal en n'étant pas engagée dans les actes, en étant dans une espèce de contemplation qui le met à distance, plutôt qu'être dans l'action. Comment il a construit cette façon-là d'être au monde? Voilà, c'est comme ça. Parce que quand on dit que les gens sont paresseux, alors oui, c'est vrai. Mais moi je dis surtout qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'engagent pas dans la vie. Je dirais plutôt ça. Je ne sais pas si ça vous plaît comme réponse. À moitié. Ah. Alors, qu'est-ce que c'est la moitié pas contente? Moi, c'est surtout à l'ennui où des enfants sont tellement pris dans un rythme qui donne le tournis et que par moment, moi je revendique ce moment-là où ils disent je m'ennuie, je sais pas quoi faire. Mais bien sûr. Ça pose quelque chose. C'est pas de la paresse. Peut-être j'ai mal choisi le mot, mais surtout l'ennui. Oui. Alors nous, en autonomie, on utilise beaucoup laisse sédimenter. Quand il y a quelque chose d'important qui se passe, laisser sédimenter. Ça veut dire laisser à l'autre ce temps de vacances, c'est vacant. Il rêve, il pense, etc. Et à un moment, il sait ce qu'il veut ou ce qu'il veut pas. Et à ce moment-là, il peut faire les choses. Mais bien sûr, c'est très important. Quand je dis qu'il y a une maltraitance temporelle, c'est ça dont je parle. On laisse pas aux enfants ces temps de vacances où ils peuvent laisser leur imaginaire faire son boulot, et ce qui est très utile pour l'intelligence. Oui, bien sûr. Ils sont malmenés par le temps comme nous sommes malmenés par le temps. Le temps démontre qu'il n'est qu'un seul temps, qui n'est pas tous les temps.